Bah, merci beaucoup, Ludovic, pour cette introduction. Donc ouais, pour me présenter aussi, donc du coup, moi, c'est Alexis Lewal. Effectivement, bah, comme tu dis, je suis dirigeant donc d'un éditeur logiciel qui s'appelle Polaria Tech. On est présent, sur Vannes, sur la région Bretagne, très présent en Bretagne, ainsi que sur l'ensemble du territoire, en France. On fait beaucoup de déplacements et on a différents, collaborateurs un peu partout. Et puis donc on est spécialisé, dans, la création et la mise en place, le déploiement d'agents d'intelligence artificielle, donc de chatbots ou d'assistants d'intelligence artificielle. Donc voilà. Si vous avez des questions après, sur moi ou sur nous, n'hésitez pas, à la fin, comme l'a dit Ludovic, à nous les adresser. Et donc aujourd'hui, il s'agit de parler un petit peu de la mise en place d'une IA souveraine en entreprise, donc de façon assez, horizontale, de démystifier un peu le concept, de vous donner des clés concrètes justement pour, l'adopter éventuellement dans vos organisations, de regarder un petit peu comment on peut en faire aussi un levier de croissance, tout en gardant, contrôle sur vos données. Et puis, aussi, bah, d'aborder ce concept un petit peu de souveraineté, ensemble pour pouvoir en parler, voir, de quoi, il en ressort et cetera. Donc tout d'abord, je vais commencer par une définition de l'IA souveraine pour remettre un petit peu, l'église au centre du village comme on dit. Donc qu'est-ce que c'est, qu'une IA souveraine? Et bien, c'est, avant toute chose, une intelligence artificielle que vous maîtrisez ou en tout cas qui est maîtrisée et on dit souvent de bout en bout. C'est-à-dire, qu'on maîtrise, l'infrastructure qui va venir héberger, potentiellement cette intelligence artificielle. On maîtrise aussi, en fait, les modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes. Donc ça peut être, des modèles, qui sont créés par, différents types de sociétés. On va dire qu'il y a une quinzaine de grandes sociétés dans le monde qui développent, qui créent des modèles, notamment open source ou open weight. C'est 2 typologies de modèles qu'on va venir, en fait, donc déployer sur ces infrastructures qu'on maîtrise. Et puis ensuite, nous, on développe une couche applicative, donc qui vient donc par-dessus ces infrastructures, par-dessus ces modèles. On rajoute une couche, de R&D qu'on fait nous-mêmes en France et ensuite, on propose aussi un accompagnement, en fait, à nos clients, donc au-delà, bien entendu, de la technologie, pour vraiment les accompagner jusqu'à la mise en place et aussi le suivi et l'amélioration continue, en fait, cette IA souveraine. Donc ce qui définit vraiment une IA souveraine, c'est le fait qu'on la contrôle en fait de bout en bout, de l'infrastructure jusqu'à, l'autre, bout, c'est-à-dire, l'accompagnement en fait, la mesure aussi de ses performances et son amélioration, continue. Donc l'une des spécificités, c'est que, bah, les données restent vraiment, chez vous, un peu comme un membre de votre entreprise en fait, pour faire un peu une illustration, voilà, c'est ici on parle d'avoir, une IA qui est, en fait dans votre entreprise, dans votre équipe, chez vous, dans vos bureaux. L'autre parallèle que j'aime bien, c'est aussi, le parallèle, du coffre-fort. Si vous avez, soit vous avez la possibilité de mettre, des documents, dans un coffre, quelque part, à l'extérieur de chez vous, ou alors vous avez la possibilité de mettre des documents dans un coffre-fort qui est chez vous et donc forcément, vous avez beaucoup plus de contrôle et de capacité sur ce coffre-fort, qui est chez vous, si jamais vous devez récupérer ces données, si jamais vous devez les contrôler et cetera. Donc ça offre, quoi aussi? Enfin, c'est quoi une IA souveraine? C'est une sécurité qui est potentiellement vraiment renforcée avec un hébergement donc local. Donc nous, par exemple, on travaille avec, OVH ou aussi avec Dassault Systèmes à Outscale, qui sont, 2 grands, fournisseurs d'infrastructures français, qui proposent des centres de données en France, et ainsi qu'un cloud français. C'est conforme aussi au RGPD et ça permet, eh bien, de protéger, la vie privée de votre entreprise et aussi de vos utilisateurs et de vos clients. C'est aussi, ça le sujet. N'hésite pas Ludovic, hein, à me couper, Bien sûr, si tout à tu as fait, des questions, ouais. tout à fait. Hem, donc Justement, parce que là ouais, je vois le shadow en fait, parce qu'en fait le risque, moi ce que je vois en fait souvent dans l'entreprise, c'est qu'il y a souvent des utilisations en fait des IA en fait grand public comme ChatGPT justement. Et la question que je me posais en fait, c'est, enfin la question que je te pose en fait, c'est selon toi en fait, c'est quoi les risques en fait à utiliser en ChatGPT en shadow entre guillemets quoi. Peut-être que tu veux nous expliquer aussi cette notion de shadow peut-être. o oui, alors en fait, on parle aujourd'hui de Shadow, AI, c'est un dérivé de Shadow IT, donc effectivement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le Shadow AI, c'est un petit peu
tous les usages qui sont faits un peu de façon, non officielle, de l'IA, par des collaborateurs aujourd'hui dans les PME, les ETI et même les grandes organisations. En fait, on observe donc depuis 2022 principalement, hein, depuis, l'apparition de ChatGPT, on observe, des usages qui sont en fait pas validés, qui sont pas officiels, qui sont faits par, certains collaborateurs à droite, à gauche, que ce soit, des usages de OpenAI ou d'autres solutions, qui peuvent être, faites par Google ou autres. Et donc c'est ce qu'on appelle le shadow AI. Ce sont des usages en fait clandestins que les collaborateurs ont sans la validation ni le contrôle de leur DSI. Leur DSI ou même à l'échelle d'une entreprise plus petite, d'un directeur technique ou d'un responsable technique. Donc par exemple, ça peut être très concrètement un employé qui utilise ChatGPT pour l'aider dans son travail, mais alors en fait, il n'a pas l'autorisation officielle. Heu, on voit aussi ça sur les smartphones. Des fois, ça peut être fait sur les smartphones. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, c'est une pratique qui est très répandue, qui s'est vraiment répandue beaucoup depuis, 2022 et quand les entreprises, elles l'interdisent éventuellement cette pratique, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, c'est presque encore pire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand, l'entreprise interdit cette pratique et ben, en fait, il va y avoir des dérives encore plus fortes. C'est-à-dire que, bah, le collaborateur, au lieu de le faire sur son ordinateur, il va le faire sur son smartphone carrément. Donc il va le faire encore plus à côté, et cetera. Donc en Et, fait, et du, ouais. ouais, et du coup, je me posais la question de savoir, en fait, est-ce que toi, t'as pu constater, je dirais, dans ton approche, qu'il y avait des chartes de bonne utilisation de l'IA qui se mettent en place dans les entreprises? Aujourd'hui, c'est des choses que tu vois ou pas encore du tout? Ouais, alors c'est, les balbutiements, c'est à ce sujet-là, mais il est clair que nous, c'est ce qu'on recommande. Bien entendu, la mise en place d'une charte, de bonnes pratiques, d'un accompagnement et puis surtout ce qu'on recommande, et j'allais y venir, c'est que par rapport à ce shadow AI, c'est de dire: «OK, en fait, quand on sait, ça c'est avéré que quand on l'interdit, c'est encore pire que mieux», parce qu'en réalité, il y aura toujours des usages détournés. Donc en fait, il s'agit plutôt de le canaliser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour le canaliser? Et c'est là que nous, on propose, heu et c'est pour ça qu'ici c'est écrit Shadow AI versus IA souveraine. C'est que l'IA souveraine, c'est un peu l'opposé, de Shadow AI. C'est-à-dire que c'est justement quelque chose qu'on contrôle, qui va être déployé de façon, plus officielle. Je vais rester pour le moment sur les risques, mais, en 2023, il y avait 18 des employés français qui utilisaient des IA génératives au travail sans le dire, à leur direction, donc de façon informelle et ce chiffre, c'est 68 aujourd'hui à fin 2024, début 2025. Donc c 68 c'est énorme. Des employés français utilisent des IA génératives au travail sans, que ce soit vraiment officiel. Donc ça, c'est quand même un constat, très, très fort. Hem, alors juste pour, aussi, pourquoi justement ces collaborateurs, ils recherchent, ils font ça en fait? Ils ont cette pratique de shadow AI. Il faut s'intéresser aussi à ça. Heu, pour gagner en efficacité, ils cherchent à gagner du temps, en fait, pour résoudre des problèmes rapidement. Aussi parce que c'est une solution qui n'a pas besoin d'attendre des validations de processus internes et cetera, qui peuvent être lourds et qui peuvent prendre du temps et au final, surtout, en fait, ultimement, entre guillemets, pour, gagner en productivité et notamment, il y a plusieurs études, heu, qui, tendent à nous dire qu'il y a jusqu'à 1 heure de gagné par jour en moyenne par collaborateur, dans cet usage, en fait, que ce soit sur des usages, internes ou externes. Donc les risques, de cet usage, parce que c'est ce que je disais, ce sont, bah, potentiellement des fuites de données, hein, puisque du coup, il y a rien qui est contrôlé. Il y en a un qui peut utiliser ChatGPT, l'autre qui peut utiliser, Gemini, l'autre qui peut utiliser d'autres solutions, et cetera. Donc il y a pas de contrôle, donc la fuite de données qui est possible, voire faille de sécurité. La réputation qui peut être remise en jeu, parce que du coup, on a vraiment, plus trop de contrôle sur les comportements, sur ce qui se passe en interne et donc ça se répercute sur les clients aussi assez facilement. En l'occurrence, il y a une entreprise sur 5 qui a connu une fuite de données à cause de l'IA générative. Aujourd'hui, ça a été aussi, heu, reconnu, dans une étude. Le risque aussi de non-conformité, donc c'est-à-dire que, bien, quand vous utilisez, ChatGPT, et que c'est informel, c'est pas forcément conforme au RGPD. Donc ça peut aussi exposer, l'entreprise à des sanctions, potentiellement. Et un cas qui illustre, ça,
plutôt bien, c'est le cas de Samsung où, ils ont eu des employés qui ont utilisé ChatGPT pour, résumer des comptes rendus, internes et surtout corriger du code source qui était vraiment secret, propriétaire, chez Samsung. Donc il y a eu une énorme, fuite de données sur ça et Samsung a dû très rapidement, interdire, l'usage, de ChatGPT en l'occurrence et prendre des mesures, pour, revoir vraiment tout leur processus, par rapport à ça. Donc, on a des risques avérés, hem, par rapport au Shadow, AI. Tu avais peut-être, des questions, encore Ludovic ou je Donc là, je vois que tu es parti sur les cas concrets. Je pense que les usages, effectivement, sont intéressants. ouais, L'idée, c'est de développer un petit peu, donner des cas d'usage un petit peu sur différentes possibilités en fait qu'on peut avoir donc avec les solutions IA dont tu parles en fait. ouais. Et du coup, je te laisse continuer, sachant que tu vas nous parler un peu plus précisément en fait des cas concrets. Ouais, bien sûr, en fait, je reviens sur cette slide parce que voilà, l'opposé de Shadow AI et c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler, de le définir, c'est vraiment justement cette fameuse IA souveraine qu'on contrôle de bout en bout, qui permet d'offrir en fait, la même expérience aussi à l'ensemble des collaborateurs. Donc de garantir aussi entre guillemets que, heu quand, il y a une requête qui est faite auprès de l'intelligence artificielle, heu, elle ait une sorte d'uniformité, auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est pas non plus seulement, des enjeux de sécurité ou des enjeux de mais c'est aussi des enjeux d'uniformité, en fait. Faire en sorte que cette IA, elle réponde de façon uniforme, en fait, et contrôlée à tous les collaborateurs. Et donc c'est l'opposé de cette démarche, Shadow IA qu'on observe et c'est plus une solution pour canaliser justement, cette envie en fait des collaborateurs d'utiliser ces nouveaux outils, plutôt qu'une restriction de dire: «Non mais il faut pas qu'on utilise ces nouveaux outils». Non, là l'idée c'est plutôt de dire, il faut, aller dans le sens du courant, mais proposer des solutions, contrôlées, maîtrisables, et qui permettent d'offrir une expérience uniforme. Donc effectivement les cas d'usage, de l'IA souveraine aujourd'hui, donc que ce soit un chatbot d'intelligence artificielle, que ce soit un assistant d'intelligence artificielle, hein, parce que les 2 sont possibles, les 2 sont complémentaires d'ailleurs, hein. Un chatbot, donc en fait, c'est plutôt quelque chose qu'on vient ajouter en superposition d'un environnement existant, que ce soit un site internet, un site intranet. Un assistant, ça va vraiment être un assistant, potentiellement plein écran, c'est-à-dire un outil à part entière dédié à un ou plusieurs objectifs. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence, en tout cas nous, entre chatbot et assistant. Donc les cas d'usage concrets, des chatbots ou des assistants d'intelligence artificielle, il y en a bien entendu en avant-vente, donc c'est-à-dire, répondre à des questions que des prospects peuvent avoir, pouvoir, mieux qualifier, ses prospects, parce que l'intelligence artificielle peut être proactive, c'est-à-dire qu'elle peut aussi s'apercevoir qu'elle manque de qualification, qu'elle manque d'informations pour répondre à d'éventuelles questions et elle peut elle-même poser des questions pour aller aussi, requalifier ou mieux qualifier, un prospect. Donc on a cet aspect en avant-vente. On a, des chatbots aussi qui sont utilisés en interne, donc on appelle ça des chatbots collaborateurs. Donc là, par exemple, sur, des cas de ressources humaines avec de l'assistance interne, pour, assister sur, des recrutements ou assister sur de l'onboarding d'un nouveau collaborateur, où le chatbot, il va pouvoir un peu agir un peu comme une sorte de wiki vivant en fait, qui va, répondre à toutes les questions éventuellement du nouveau collaborateur. Donc ça, c'est des usages qui sont plutôt, en interne et on a aussi l'usage bien entendu en relation client, donc après-vente, où là, on va pouvoir aussi, proposer un assistant ou une intelligence artificielle, 24 heures sur 24, qui peut comprendre aussi ce qu'on lui dit, comprendre le ressenti du client. Il n'est pas satisfait, il est satisfait, elle est capable de le comprendre ça, de l'analyser et personnaliser aussi sa réponse en fonction, de son ressenti et du ressenti du client qu'elle interprète. Donc Du ça, c'est coup, les ouais, quand on avait préparé donc l'intervention, c'est vrai que je t'avais interpellé sur le fait que on imagine surtout en fait des grosses entreprises en fait qui puissent avoir accès à ce type de solution. Nous, c'est vrai que chez Inwin, en fait, on a plutôt, je dirais, des entreprises, on va dire, de taille moyenne et plutôt de 50 personnes. Est-ce que du coup, par rapport à ces cas d'usage, est-ce que toi, tu vois en fait un intérêt? En fait, ouais, je me ouais, doute tout que à fait. oui, mais du coup, est-ce que tu peux développer?
Bien sûr, ouais, ouais. En fait, il y a un intérêt, je pense, pour, un grand nombre d'entreprises et d'organisations. Pas toutes, il faut le dire aussi, il y a pas toujours un intérêt. Mais pour une entreprise, de taille intermédiaire ou une entreprise de taille moyenne, qui a pas forcément, une équipe RH, hyper élargie, ou hyper importante, ou qui a pas forcément d'autres équipes, de support, par exemple informatique, établies non plus. C'est vrai une entreprise de 50 collaborateurs, elle a pas souvent un support informatique, avec 3 personnes dédiées, quoi. C'est compliqué. Donc dans ces cas-là, c'est hyper, utile, hyper pertinent parce qu'on peut déployer un assistant, pour faire du support informatique. On peut déployer un assistant RH qui peuvent répondre à toutes les questions, que tous les collaborateurs peuvent, avoir sur des aspects, RH, des aspects de congés, des aspects, spécifiques qu'ils auraient, des gestions de notes de frais ou, des configurations informatiques, hein. Comment, j'ai des problèmes avec, mon login, mon SSO ou d'autres types de problèmes techniques, bah, c'est possible d'aller déployer des assistants aujourd'hui, IA qui répondent à ces enjeux, c'est vertical en fait, ces enjeux spécifiques. Et donc, c'est tout à fait, justement pertinent pour des entreprises de taille intermédiaire parce que, bah, elles ont pas forcément les ressources de déployer sinon, des services complets ne l'ont pas, n'ont pas ces ressources ou ne l'ont jamais eu. Et donc, bah, là, ça peut vraiment, apporter, une satisfaction collaborateur, en fait, vraiment supérieure. Parce que du coup, c'est vraiment un service en plus qu'on peut proposer aussi à un ensemble de collaborateurs et à la fin, ça augmente la satisfaction. Ça va venir aussi j'ai entendu moi aussi des dirigeants qui m'ont dit: «Bah, moi, je suis DG d'une entreprise, j'ai plusieurs centaines de collaborateurs, mais je perds mon temps à, passer des coups de fil pour des processus internes, pour, organiser et cetera». Et en fait, effectivement, on s'aperçoit que même au plus haut niveau, à tout point de vue, mais même, sur toute l'organisation de l'entreprise, on va venir optimiser, des processus qui auparavant se faisaient, par téléphone, qui étaient laborieux, qui étaient, justement, avec, différentes étapes et cetera. Bah, tout ça, on va pouvoir venir vraiment les optimiser, Je vois pour, bien l'intérêt, je vois bien l'intérêt en interne, mais par rapport à la relation avec les clients, est-ce que du coup, en fait, on n'a pas un risque de perte de qualité en fait d'information ou de service rendu avec les. bah, en fait, je vais y venir, mais par rapport à la relation client, on travaille sur un objectif. Donc, nous, on part des problèmes de nos clients à nous. Donc ils nous disent, voilà, j'ai beaucoup de prospects, mais ils sont pas qualifiés, donc ensuite j'ai du mal à les qualifier, ça peut être ça. Ou alors, j'ai pas assez de prospects, j'aimerais en avoir plus, comment je peux faire? Ou alors, j'ai des problématiques, internes. Donc nous, on va partir du problème, identifier ce problème et vraiment déployer une solution alignée au problème pour, bah, faire en sorte que ce soit une solution performante par rapport au problème qui a été identifié. Donc sur la relation client, non, on va partir vraiment du problème. Est-ce que c'est un problème de satisfaction de client, par exemple? Ça peut l'être. On travaille avec une entreprise, qui a des très bons produits, qui est une entreprise qualitative, qui est reconnue, dans toute la France, qui a, une centaine de points, physiques. Ils ont un site, mais ils ont aussi des points physiques. En revanche, ils ont un problème, avec l'expédition de leurs produits où, ils ont une insatisfaction assez forte sur la partie expédition. Mais c'est pas leur produit directement qui est en cause, c'est plus la partie expédition, mais ça détériore leur image de marque et cetera. En fait, avec un chatbot d'intelligence artificielle qu'on peut déployer, sur leur site, on peut venir travailler sur ces enjeux-là et répondre justement précisément à ces enjeux-là, de satisfaction. Parce que quand la personne, elle va venir en étant insatisfaite parce qu'elle a reçu le colis et qu'il y a un coût, parce que c'est souvent ce qui se passe, bah, elle va pouvoir le dire et en fait, le chatbot, s'il est fait pour ça, il va pouvoir répondre précisément en lui disant: «Mais attendez, ça, ne vous inquiétez pas, on va vous remplacer ce produit-là, on va vous le renvoyer» et il peut répondre instantanément s'il est bien configuré, avec les bonnes informations et connecté, au bon système d'information aussi. Il peut vraiment, venir répondre instantanément et précisément à cette éventuelle insatisfaction qui aurait autrement été, grandissante, quoi. C'est-à-dire, bah, si je reçois mon colis, je suis pas satisfait, j'ai un coût, sur mon produit. Si en plus j'ai pas de réponse, j'envoie une demande, ça prend des jours, j'attends et cetera, je sais pas trop. C'est très frustrant. En plus là, je parle d'un produit qui est alimentaire, donc je peux pas attendre 10 jours. Enfin, d'ailleurs le produit de toute façon si j'ai un problème, il y a une date de péremption. Donc sur ces enjeux-là, on peut vraiment travailler précisément, même en relation client et aller
chercher de l'augmentation de la satisfaction. À la fin, de toute façon, c'est toujours aussi de la satisfaction, que ce soit un chatbot collaborateur ou un chatbot, relation client, on travaille aussi sur la satisfaction. Pour autant, on peut mesurer le retour sur investissement aussi précisément, entre le coût du chatbot et le retour sur investissement qu'on peut avoir, par rapport au déploiement de celui-ci. D'accord. Donc du coup, là, tu nous as parlé de customer care. En termes de recommandation de produits ou de services, est-ce que du coup, là aussi, il y a des choses à mettre en place et qui peuvent être pertinentes en fait? Ouais, tout à fait. En fait, donc, je vais rentrer un petit peu plus dans la technique, mais, il y a on déploie des intelligences artificielles qu'on appelle RAG, donc c'est Retrieval Augmented Generation. C'est-à-dire que, elles viennent utiliser des connaissances qui sont spécifiques à votre entreprise, pour répondre aux questions qui lui sont adressées. Donc, vous allez prendre, un ensemble de FAQ que vous avez peut-être déjà dans votre entreprise, vous allez prendre des documentations de produits que vous avez peut-être déjà dans votre entreprise, vous allez prendre d'autres types de documentation que vous avez, constituer une base de connaissances, solide, et avec ça, on fait ce qu'on appelle du RAG. Donc, l'intelligence artificielle, elle va appeler en temps réel ces connaissances pour apporter des réponses, aux gens, aux questions, aux requêtes, des prospects, des clients. Mais on peut aussi parallèlement à ça, et ça il faut bien le comprendre, connecter des outils tierces. Donc des bases de données, que ce soit des bases de données de produits ou que ce soit des bases de données de clients. Et donc en temps réel, le chatbot, il est capable de dire: «Mais moi, j'ai besoin d'utiliser ma capacité RAG là pour répondre à cette question», ou pas. Il peut dire: «Mais moi en fait non, j'ai besoin d'utiliser, la base de données de produits pour répondre à cette question». Ou alors, j'ai besoin d'utiliser ma capacité de RAG avec ma base de produits en même temps, et il peut combiner les 2. Ou alors, j'ai besoin de faire appel à ma base client. Donc en fait, on peut venir le connecter, et ça, c'est important de le comprendre, à, des bases de données tierces qui sont les vôtres, qui restent les vôtres dans votre SI actuel, donc dans votre système d'information actuel. On peut venir le faire appeler ces bases en temps réel pour qu'il puisse effectivement délivrer, heu, des recommandations de produits. Donc je lui pose une question, il va être capable de me dire: «Mais en fait, je te recommande plutôt ce produit-là, par rapport à ce que tu me dis». Ou alors, peut-être c'est un utilisateur authentifié, ça peut fonctionner aussi sur une section authentifiée d'un site internet. Je sais déjà du coup de qui il s'agit puisqu'il est authentifié sur le site. Bah, je vais pouvoir lui adresser des choses qui sont adaptées à lui. Parce que j'ai peut-être déjà des informations signalétiques comme, son prénom, son sexe, son âge, son numéro de téléphone, si c'est sa première connexion ou pas. Ça, j'ai peut-être déjà ces informations du fait qu'il soit authentifié, et donc le chatbot, il peut lui adresser des informations vraiment spécifiques, à ces informations signalétiques. Donc ça, c'est important, et en plus, il peut faire ça en proactivité. C'est-à-dire que, c'est pas seulement, le prospect ou le client qui lui pose la question, mais, lui peut aussi poser des questions. Quand il sait qu'il a un manque, d'informations, par exemple, le client, il peut poser une question, mais il manque le sujet ou l'objet dans la phrase, dans la question. Le chatbot, il est capable de dire: «Mais attends, je comprends pas, il me manque cette info, est-ce que tu peux me la donner? De quoi tu parles, en fait? Tu parles, Hmm. de ce produit-là Ok. ou de ce produit B?» Donc, Et du coup, est-ce qu'on peut avoir des hallucinations aussi? C'est-à-dire qu'en fait, arriver sur un sujet et partir sur une hallucination en fait de l'IA en fait? alors justement, le principe du RAG, donc, c'est ce qu'on fait, donc c'est-à-dire on vient combiner un modèle d'intelligence artificielle génératif, hem, prédéfini avec une base de connaissances qui est la vôtre et qui est souveraine chez vous. Ce principe-là, le principe du RAG, permet d'éviter les hallucinations. Parce qu'en fait, on configure l'assistant ou le chatbot, on configure de telle sorte à ce qu'il ne peut pas sortir des connaissances qu'on lui donne, dans le silo de connaissances qu'on lui donne. Donc il peut pas dire autre chose que les connaissances qu'on lui donne. Et donc il peut pas halluciner. C'est le gros intérêt du RAG, c'est justement de maîtriser, les hallucinations qui autrement sont courantes et sont «normales» entre guillemets, dans les processus d'intelligence artificielle. C'est pas un phénomène, anormal, c'est un phénomène en réalité normal. Parce que du coup, en fait, l'intelligence artificielle, elle vient combiner différentes informations entre elles, et donc parfois, bah, la combinaison de ces informations, elle peut créer une hallucination, quelque chose de faux ou d'erroné. Pour éviter ça, on vient, vraiment maîtriser, siloter les connaissances, avec une validation manuelle en fait de ces connaissances qui est obligatoire, et cette validation manuelle de l'ensemble de ces connaissances qui peuvent être exploitées par le chatbot, eh bien, permet d'éviter totalement les hallucinations. C'est comme ça qu'on vient contrôler les processus d'hallucination et s'assurer justement qu'en avant-vente, en après-vente ou même en interne, on dise pas de bêtises, le chatbot ne dise pas de bêtises. On peut aller plus loin aussi, on peut déployer une intelligence artificielle secondaire qu'on appelle de contrôle, qui vient, contrôler en fait
l'intelligence artificielle principale et qui est là justement pour s'assurer que la principale ne dit pas de bêtises. Elle vient vraiment contrôler en fait ce que la principale donne comme résultat et elle a d'autres capacités, cette intelligence artificielle secondaire de contrôle. Elle a la capacité de vérifier que, ça correspond bien à tout un tas de critères qui ont été prédéterminés, qu'on n'est pas à côté de la plaque et cetera et cetera et elle a la capacité aussi de sanctionner, enfin de bannir une éventuelle réponse qui ne répondrait pas, à certains critères et qui serait donnée par l'intelligence artificielle principale et donc la réponse n'est même pas diffusée. Elle est bannie avant d'être diffusée puisqu'elle a été contrôlée, elle a été éventuellement flaguée de façon, négative et donc elle ne peut pas être délivrée. Donc on a aussi cette capacité d'aller déployer en fait, vraiment des outils, qui nous permettent de maîtriser, les hallucinations et de maîtriser aussi les résultats et de contrôler l'uniformité. Donc c'est vraiment l'opposé du shadow, AI, dont on parlait tout à l'heure, puisque du coup ça permet vraiment de contrôler au maximum les choses et c'est ce qu'on propose et c'est ce qu'on recommande. Ok, très très clair. Du coup, est-ce que tu as des exemples un peu plus précis? Est-ce que tu as des cas d'usage à nous présenter? Ouais, bien sûr. Alors je peux parler de 3 cas d'usage, qui sont un peu différents et qui permettent d'avoir une vision un peu différente, sur le spectre, global. Donc en fait, par exemple, on a déployé, nous un chatbot, auprès de l'agence France Presse. Donc l'agence France Presse, donc c'est, une agence média, qui travaille de par le monde, à l'international. Et le but, c'était pour eux de, justement de pouvoir échanger, d'avoir un chatbot qui puisse échanger, avec, leurs prospects principalement, dans un objectif de conversion, de convertir un prospect en client. Donc c'était vraiment un chatbot de type avant-vente. Donc on a déployé un chatbot d'intelligence artificielle comme ça auprès de l'AFP, et ils ont noté, vraiment l'AFP que ça leur a permis de vraiment augmenter le nombre de leads qualifiés. En fait, ça leur a permis de vraiment, mieux qualifier les leads. Ils avaient des problématiques de qualification, avant ce déploiement et donc ils ont réussi à augmenter de 80 le la proportion de leads qualifiés. Donc c'est vraiment très, très significatif, hein. En général d'ailleurs, nous ce qu'on observe sur tous les déploiements qu'on fait, c'est qu'en général les résultats sont beaucoup plus significatifs que ce qui était attendu. Parfois on nous dit, on aimerait bien, diminuer le nombre d'appels entrants, qu'on a, dans la société. On a des prospects qui viennent vers nous avec cet objectif-là, qui est un très bon objectif, parce que, ça leur prend énormément de temps de traiter ces appels entrants, parce que des fois ils n'ont pas de support dédié pour prendre ces appels entrants et donc c'est toute l'équipe qui les prend, mais du coup ça perturbe l'équipe et cetera. Et des fois et souvent ils s'imaginent que ça va baisser de 15 à 20 par exemple le nombre d'appels entrants, le déploiement d'un chatbot d'intelligence artificielle. Et ben, en fait, souvent ils constatent que c'est bien plus massif que ça. On est plutôt proche d'un 80 ou d'un 75 souvent de diminution, par exemple du nombre d'appels entrants que d'un 20. Ça, c'est souvent nous un constat qu'on fait et donc souvent on a vraiment des clients qui sont très, très surpris par l'importance de l'impact, d'un déploiement sur un enjeu précis, comme un nombre d'appels entrants, comme, une qualification de lead, et cetera. Et donc là, l'AFP aussi, ils ont eu ils ont réussi du coup à diminuer aussi de 50 le nombre de contacts non qualifiés, qu'ils avaient. Donc bien entendu, on comprend après que, bah, ça permet eux d'allouer leurs ressources humaines sur des contacts bien mieux qualifiés, de ne plus l'allouer sur des contacts qui n'étaient pas qualifiés et donc de ne pas perdre leur temps et donc d'être plus efficaces et donc d'améliorer leur cycle de vente et d'accélérer un petit peu vraiment le cycle de vente de façon notable avec les mêmes ressources. Donc, pour eux, ça a vraiment été un changement, important et c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur marketing du groupe, Nicolas Giraudon avec qui on travaille. Hem et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est on est parti d'un problème, ils avaient des beaucoup de leads qui étaient pas assez qualifiés et à travers le déploiement d'un chatbot IA, on a réussi à, vraiment améliorer la qualification, de ces prospects, diminuer le nombre de contacts, qui n'étaient pas qualifiés. Donc ça, c'est un On voit tout de suite en effet le côté vertueux, le côté vertueux de l'IA ouais, tout à fait, en avant-vente, ouais, tout à fait. En en avant-vente, il y a avant. plein de choses merveilleuses à faire, en après-vente aussi et là, justement, je voudrais parler d'un cas, interne. Donc là, c'est un chatbot qu'on déploie en interne, hein, auprès de collaborateurs, en l'occurrence, donc c'est la gendarmerie nationale, hein, qui est client, chez nous. Donc là, forcément, c'est représentatif d'un très grand nombre d'utilisateurs, mais ça s'applique aussi à des équipes plus petites, hein. Là, c'est déployé auprès de 90 000 utilisateurs dans la gendarmerie nationale, donc c'est une adoption, assez massive, par l'ensemble des gendarmes. Et en fait, le but là, c'est que ce chatbot, il répond à tous les enjeux RH,
qu'il peut y avoir en interne, que les gendarmes peuvent avoir, parce qu'ils ont des spécificités. Ça peut être parfois très complexe en RH, avec vraiment des choses très spécifiques. On voit même des fois des spécificités régionales, donc c'est pas toujours les mêmes, modes opératoires d'un point de vue RH, par région. C'est pas pareil dans certaines régions que d'autres. Au niveau national aussi, ça peut être encore différent. On peut tenir compte de ces aspects, régionaux, dans la mise en place, hein, c'est possible. En fait, les connaissances, elles peuvent être, cloisonnées et réparties aussi un peu comme on veut. Nous, on appelle ça une architecture multi-tenant. Ça veut dire qu'en fait, hem, la même organisation peut avoir l'ensemble de ses utilisateurs sur l'outil, mais on peut, scinder ça en, des tenants, c'est le terme, informatique, technique pour dire. On pourrait appeler ça des marques ou des groupes ou des business units, un peu comme on veut. Mais on peut ensuite répartir ça un peu comme on veut sur, différentes, sous-entités, on va dire, dans une organisation. Donc ça peut être des régions, ça peut être, différentes marques, des business units et cetera. Et en fait, on peut avoir des connaissances spécifiques, eh bien, à chaque, région, en l'occurrence ici pour la gendarmerie, pour répondre à des enjeux spécifiques RH. Donc là, c'était 90 000 utilisateurs. On a un taux de compréhension, sur ce cas d'usage qui est, supérieur à 94. Alors ça veut dire quoi? Ça peut paraître un chiffre comme ça, jeté en l'air, mais non, ça veut dire que le chatbot comprend très bien 94 des questions qui lui sont adressées. Donc il n'y a que 6 qui ne sont pas comprises ou incomprises, et ce chiffre, bien sûr, on travaille dessus en amélioration continue. L'idée, c'est de continuer à le diminuer pour, s'approcher des 100, tendre vers les 100 de compréhension pour faire en sorte que le chatbot puisse comprendre toutes les questions. C'est l'un des gros avantages de l'IA générative aujourd'hui, c'est que ça comprend extrêmement bien les questions qui lui sont adressées. Ça a non seulement une capacité, de rédaction et de répondre aux questions, qui lui sont adressées qui est très bonne, mais aussi une capacité de compréhension qui est vraiment excellente aussi. Et donc là, voilà, ça répond, de façon instantanée à toutes les questions RH, procédures et cetera. Donc ça, c'est très, très utile aussi. Ça utilise à la fois ce que je disais tout à l'heure, donc la méthodologie RAG, avec une connexion à certaines bases de données de leur système informatique pour pouvoir répondre aussi, plus spécifiquement. Donc ça, c'est le cas, interne. Du coup, autre cas d'usage, donc là, on est plus c'est pour montrer c'est pour parler un peu de cas d'usage différents, en fait, hein. Là, c'est plus donc pour une école de commerce qu'on a fait, pour la Schema, donc c'est une école, de commerce, en France et aussi à l'international. Alors en fait, eux, ils avaient un enjeu, intéressant. Donc c'est une école qui a plusieurs antennes physiques, hein, en France, en Asie aussi. Alors je connais pas, par cœur, toute la localisation de leurs antennes physiques, mais ils en ont plusieurs, dans le monde en tout cas, avec un gros corpus étudiant. Et ils avaient, plusieurs, 2 enjeux principaux, 2 problématiques principales. La première, c'était qu'ils avaient du mal à répondre aux questions, des étudiants, des futurs étudiants, des étudiants en devenir. Donc ceux qui s'interrogent sur justement les cursus Schema, ce qui est proposé par la Schema et cetera, qui sont pas encore en études secondaires, qui ont toutes ces interrogations. Ils avaient vraiment du mal à répondre à leurs questions, et on comprend pourquoi. Parce que l'étudiant, au début, enfin, il peut aller voir sur le site, il faut qu'il cherche les informations, mais tout n'est pas sur le site, c'est pas, spécifique à lui, c'est pas personnalisé et cetera. Donc ça, c'était le premier point qu'ils avaient, et le deuxième point qu'ils avaient, c'était, aussi pour répondre concrètement aux questions des étudiants qui sont activement étudiants, aujourd'hui, à la Schema. Ils avaient aussi, des lacunes sur ce point-là, et ça leur prenait énormément de temps et énormément de ressources, en interne, avec vraiment des équipes complètes dédiées à ça. Et c'était vraiment, depuis, des décennies presque, enfin depuis l'existence, de la Schema, un enjeu, vraiment, difficile à traiter convenablement, quoi. Parce qu'il y a toujours, des étudiants qui ont différentes problématiques, différentes questions, c'est souvent parfois spécifique et cetera. Et bien là, on a déployé donc un chatbot d'intelligence artificielle, sur la partie authentifiée donc de la Schema, et aussi, qui s'adresse, donc aux étudiants en devenir. Donc c'est 2 objectifs différents, donc on les a traités de façon différente, avec des bases de données, spécifiques, et à chaque problématique, hein, une base de données, spécifique sur la partie étudiant en devenir, et une base de données spécifique sur la partie vraiment, étudiant, en cours de cursus. Et bien les étudiants peuvent poser leurs questions et obtenir des réponses, instantanées. Encore une fois, en utilisant des capacités RAG, et aussi en étant connectés à des informations précises dans le SI existant,
de la schema. Tout ça de façon souveraine, hein, je leur dis, mais en fait, enfin nous, on croit vraiment en cette vision souveraine, encore une fois, de pas perdre la main, ça revient à, de façon souveraine, ça revient à avoir vraiment un collaborateur en interne dans vos locaux, dans votre équipe qui fait ce travail-là. C'est ça ce dont on parle et c'est éviter, de faire ça par quelqu'un à l'autre bout du monde qu'on connaît pas, quoi. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Et donc eux, bah, ça leur a offert quoi entre guillemets, ce chatbot? Parce que j'ai parlé un peu de leurs problématiques. Ça leur a permis donc de proposer un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc quand on est international et quand on travaille avec, des étudiants dans le monde entier, bah, c'est hyper utile. Ça leur a permis de proposer, une expérience multilingue, donc en toutes les langues. Ils ont des étudiants chinois, ils ont des étudiants, ukrainiens, ils ont des étudiants, d'Amérique latine et cetera. Bah, ça leur permet de répondre dans la langue de chaque étudiant. Heu, donc ça a vraiment transformé, en fait, les interactions qu'ils avaient avec les étudiants et ça leur permet aussi de qualifier, de mieux qualifier, notamment, pour, les étudiants en devenir, eh bien, leur base, en fait, de données à eux. Parce que à travers le chatbot, on peut aussi faire de la qualification. Donc en avant-vente, on va dire ça comme ça. Bon là, c'est une école, pas vraiment d'avant-vente, mais un peu quand même, de faire de la qualification et d'aller, pourquoi pas récolter, une adresse email ou un numéro de téléphone qui permet ensuite, au long cours, d'aller mettre en place des actions marketing, par exemple. Alors pas avec un chatbot, avec d'autres technologies ou d'autres outils complémentaires, mais au long cours, en tout cas, le chatbot peut permettre d'aller récolter un numéro de téléphone, une adresse email ou quelque chose de spécifique à une école ou quelque chose de spécifique à une organisation pour pouvoir justement, ensuite utiliser ces informa cette base qualifiée, mieux qualifiée, pour ensuite aller déployer des actions marketing, plus sur du long terme. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi et c'est ce qu'ils font. OK. D'autres domaines d'application au-delà de ces 3 domaines d'application, ça peut s'appliquer, hein, des assistants d'intelligence artificielle, ça peut s'appliquer aussi à des services, finance, en production, en logistique. C'est juste pour, montrer que le spectre peut être aussi plus large. En R&D, heu, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que vraiment l'important, c'est de choisir le cas d'usage qui est pertinent pour vous, c'est-à-dire d'identifier le pain point, d'identifier la quels sont le ou les problèmes que vous avez aujourd'hui dans votre organisation, dans votre société, dans votre équipe et ces problèmes-là, les classifier par, priorité et se dire: «OK, bah, on va commencer déjà par un projet pilote pour répondre à ce problème-là» et nous, c'est comme ça qu'on aime bien travailler et c'est comme ça qu'on a travaillé avec, les 3 cas d'usage que je vous ai partagés, préalablement et ça, on pense que c'est vraiment, bah, la bonne démarche, la bonne approche, en fait et une fois qu'on a fait un premier déploiement avec succès, on a des résultats mesurables et cetera, bah, pourquoi pas élargir ça, effectivement, élargir le spectre, élargir, l'aspect opérationnel éventuellement de ce déploiement ou alors aller traiter d'autres problématiques encore différentes, en complément. Ça va, Ludovic? Je te laisse enchaîner pour qu'on ait un petit peu de temps, Bien pour les sûr, questions-réponses. bien sûr. Donc, je vais aborder 4 aspects, notamment le coût, parce que c'est vrai que, le coût peut faire peur pour les solutions, dont on parle. Alors il faut savoir que nous, ce qu'on propose, c'est des abonnements, donc il y a pas d'infrastructure lourde, donc c'est pas un coût, très lourd, c'est un coût, entre guillemets «qui peut s'amortir dans le temps», parce que c'est un abonnement en fait à une solution qui pour autant est vraiment contrôlée avec vos données, chez vous. Avec un démarrage progressif, on propose de commencer à petite échelle, hein, c'est ce que je disais sur un cas d'usage précis et on estime et ça c'est, vraiment plusieurs études, hein, qu'on pourra vous partager si ça vous intéresse, mais on estime vraiment que c'est le gain de temps, qui fait suite au déploiement d'un assistant IA, donc un outil dédié ou d'un chatbot IA au sein d'une organisation, c'est de l'ordre de 1 heure par jour, par collaborateur en moyenne, par salarié. Ça, c'est le gain de temps estimé, donc c'est énorme. Donc on a quand même un ROI qui potentiellement peut être, vraiment, mesurable et important, surtout quand on part, d'un objectif précis. Sur la sécurité, donc, ben, j'en reviens sur les aspects de la souveraineté, mais, justement, l'objectif, c'est de vous proposer quelque chose à l'opposé du shadow, AI avec, bah, des données qui restent chez vous, un hébergement, en France sur des data centers qui sont certifiés, une conformité avec le RGPD, et ça, dans nos technologies, cette conformité, elle est faite dès la conception même du produit et aussi vous avez des contrôles d'accès, donc avec des rôles et des autorisations qui sont,
personnalisables qui vous permettent de mieux contrôler à qui vous donnez l'accès sur le produit. Heu, Aussi une crainte qu'on nous partage souvent, c'est: «Bah, oui, mais ça risque d'être peut-être un peu compliqué à mettre en place et cetera». Donc là, je préfère tout de suite, rassurer. On propose une solution qui est clé en main, avec vraiment un accompagnement. Donc on est là pour vous accompagner déjà sur ça peut même commencer avec l'identification, des problématiques chez vous, jusque vraiment, un accompagnement post-déploiement. On vous suit et on est là aussi pour, vous aider à améliorer de façon continue aussi, les performances et les résultats. Et on va vraiment essayer de travailler sur les choses les plus concrètes possibles, avec des enjeux de ROI très concrets. Donc on a une solution clé en main, une interface simple. Vous n'avez pas besoin de coder un modèle ou quoi que ce soit. La complexité, on la prend vraiment sur nous, et cet accompagnement personnalisé à travers Inwin notamment, qui peut, agir comme un chef de projet, et vous guider, pas à pas. Et puis nous, à travers nous, sur les aspects vraiment plus la technicité, où on est là aussi pour accompagner. On fait aussi de la formation d'ailleurs pour information, que ce soit de la formation sur nos produits ou de la formation, en général sur l'intelligence artificielle, l'usage de l'intelligence artificielle, dans vos organisations. Donc ça, on délivre aussi, aujourd'hui beaucoup de formations dans toute la France, tous les jours. On est assez chargé, sur ça. Donc ça peut aussi, être intéressant, au passage. Puis ça permet de sensibiliser, faire de l'acculturation et cetera. Hem, Puis donc le ROI aussi, je pense que ça je l'ai déjà dit, donc je vais pas m'étendre, mais c'est, de définir un KPI, précis à vos côtés. Par exemple, réduire de 30 le temps de traitement des demandes clients. On peut travailler sur ça. Vous venez vers nous, vous me dites: «Bah, nous, on voudrait vraiment ça, réduire de 30 le temps de traitement des demandes clients». Et ben, on va travailler sur ça. On va vraiment s'orienter sur un déploiement qui va travailler sur ça. Et à la fin, l'idée, c'est de mesurer concrètement, est-ce qu'on a réduit de 30 le temps de traitement des demandes clients? Et donc on va le mesurer et donc on sera capable de dire que oui, on l'a potentiellement réduit de 30. Donc ce qu'on recommande, c'est de démarrer petit, et d'évaluer les résultats, en cours de route, pour ensuite, comme je disais, étendre progressivement le déploiement de l'IA. En conclusion, si tu as pas d'autres questions, Ludovic, heu, le déployer une IA souveraine, c'est vraiment l'opposé du shadow AI. C'est une approche, stratégique, mais qui reste accessible pour une PME qui peut y arriver, pas à pas, en étant accompagnée avec les bons partenaires. Hem, il faut se lancer avec une vision claire, avec des objectifs, très clairs, pour, justement pouvoir être en mesure de mesurer des résultats. Heu et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que transformer, vos processus, c'est, de gagner un avantage concurrentiel, pour vous, grâce à ces déploiements, potentiels. Et peut-être juste avant de conclure ou de passer sur les questions-réponses, mais donc, je reviens sur le partenariat Inwin Polaria Tech. Inwin, c'est vraiment, votre conseiller local de proximité, qui se comporte vraiment, un peu en chef de projet. Et à travers, Inwin, vous avez cet accompagnement complet, donc, du conseil initial à l'implémentation, à l'accompagnement post-implémentation, au suivi et à l'amélioration continue. Et puis nous, Polaria Tech, on agit vraiment comme un partenaire technique, sur les aspects plus précis, plus spécifiques, techniques vraiment, pour accompagner. Et l'ensemble, est 100 français, et donc vous maîtrisez vos données, vous gardez le contrôle sur vos données. Elles peuvent rester même dans votre SI actuel et on peut faire, plein de choses sur cette base-là. On propose, et puis, on pourra passer, aux questions-réponses si vous en avez. Surtout n'hésitez pas, mais on propose un guide de démarrage aussi, justement, sur ces déploiements de chatbot ou d'assistants IA, pour justement vous accompagner, rendre les choses vraiment les plus fluides possibles et rassurer, le plus possible et cetera. Donc on propose un guide de démarrage. Donc si vous le souhaitez, on pourra vous le communiquer ou Inwin pourra vous le communiquer. Et puis les conseillers Inwin aussi, restent disponibles, pour discuter de vos, spécificités ou de vos cas spécifiques. Tout à fait. Donc du coup, c'est vrai qu'avec Alexis, on a discuté justement de ce guide de démarrage qui nous semble fort utile et notamment à partager. Donc on est en train de regarder comment on va vous le procurer, ce qui devrait être assez simple.
Ouais, tout à fait, ouais. Il faut soit effectivement, in-win, vous pouvez le communiquer de façon proactive, soit après ceux qui sont intéressés, on peut aussi leur communiquer, de façon personnalisée directement, ouais. Eh bien, écoute, merci Alexis pour cette présentation très très complète. Du coup, on arrive au moment important pour vous, qui est de peut-être poser vos questions. Alors, je sais que la première question est toujours un petit peu difficile à venir, mais peut-être qu'elle va arriver vite. N'hésitez pas à ouvrir vos micros hein, pour poser vos questions. Alors, je vais me lancer. Moi, je m'appelle Pascal. Bonjour Pascal. Je suis basé pas très loin de Cahors et je représente un cluster d'entreprise d'environ 170 entités, industrielles et formation. On a notamment des centres de formation dans le cluster. Je travaille étroitement avec Guy Morbihan. Inouï Morbihan. Et j'ai quelques questions. La première, alors on n'est pas trop dans les chatbots pour l'instant. Dans les premières demandes de ces entreprises-là, on est plus dans l'accompagnement méthode, documentaire. Alors, est-ce que c'est des choses que vous pratiquez? Je prends un exemple, hein, c'est l'accompagnement à la génération des réponses à appel d'offres. Là, on travaille beaucoup, notamment dans le domaine de la défense et du nucléaire. D'où un intérêt particulier à tout ce qui est IA souveraine, bien Mmh. évidemment, puisqu'il y a des contraintes qui sont imposées par ces partenariats. Alors, est-ce que dans vos solutions, vous êtes en capacité d'accompagner l'entreprise pour la réponse régulière et la constitution de dossiers techniques, réponse à appel d'offres? Je prends un exemple d'une entreprise avec qui j'ai discuté la semaine dernière. Chez eux, ça représente grosso modo deux emplois, on va dire sur deux personnes, un demi-temps plein. Mmh. C'est plus de 4 000 heures par an, ce genre d'opération, avec des grandes difficultés qui est la consultation des normes, la synthétisation des exigences, et derrière la rédaction de ces appels d'offres. Voilà, ça c'est la première question. Ouais, alors pour y répondre, en un mot, oui. Donc en fait, on a une technologie, qui permet, qui est configurable, et qui permet de faire, différentes choses. Alors là, c'est, un peu spécifique, donc parce que c'est pas vraiment un chatbot d'IA, qui se déploie sur un site. C'est un assistant, on va dire, mais très, très verticalisé, très spécifique. Donc on peut le faire. Ça nécessitera en revanche, une partie de développement sur mesure, justement, par rapport aux spécificités des appels d'offres, par rapport aux spécificités aussi des documents, parce que souvent ça peut être des documents Excel ou des tableurs qui demandent en fait, un traitement spécifique par une IA. Toutes les IA ne peuvent pas traiter correctement les tableurs. Ça demande aussi éventuellement des traitements, préalables sur les tables elles-mêmes, notamment pour préciser par exemple les intitulés et cetera. Il faut que la table elle soit très, très claire, très explicite. Heu, donc ça, il y a un audit en fait un peu à faire sur le ASI, sur les données, les connaissances éventuellement juridiques, réglementaires à exploiter, sur le format en fait d'entrée et le format de sortie. Il y a un audit à faire. Il y a probablement un ajustement avec du développement sur mesure, sur notre technologie. Mais en tout cas, on peut le faire et on peut le faire de façon souveraine et donc effectivement contrôler de bout en bout et donc faire en sorte que, bah, ce soit compatible avec, des secteurs comme le nucléaire, comme la santé, comme la banque, comme la finance et cetera. Parce que du coup, bah, effectivement, c'est souverain et on peut le faire localement, sur le territoire local, avec éventuellement même, des données qui restent vraiment sur le SI, actuel et qui n'en sortent pas. Donc, c'est tout à fait, envisageable. Et alors, deuxième question, justement, on parle d'IA. Alors, on parlait d'infrastructure tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que ça représente en termes d'implémentation sur site pour le client? Est-ce que c'est un accès sur vos systèmes Mmh. hébergés? Est-ce que c'est du hard à implémenter ou à installer chez le client? Comment ça se passe techniquement? Ouais. Alors ça, donc c'est une question qu'on a quasiment tout le temps. Nous, en fait, on s'adapte aux clients et aussi aux projets. Forcément, si c'est un petit projet, de petite envergure, on va dire, ou qui a une assiette économique qui est pas, très importante, c'est compliqué de faire du on-premise. Donc, c'est compliqué d'aller faire un déploiement, sur site, sur infrastructure, si c'est pour un petit projet, quoi. Donc forcément, les projets, on va dire, de petite taille,
on va mieux les adresser avec une solution sur le cloud, mais un cloud souverain par contre. Donc ça, c'est souvent comme ça qu'on fait. À partir d'une certaine taille de projet, là, ça peut faire vraiment plus de sens, économique, notamment, et technique, de faire les choses sur site. On peut aussi le faire sur site. Donc nous, on s'adapte en fait en fonction du client, de ses spécificités et de la taille du projet. Il est certain que ça nous arrive d'avoir des demandes de clients qui nous disent: «Bah, moi, je voudrais le faire sur site on-premise», et à la fin, en fait, ils n'ont pas du tout de budget. Donc on leur dit: «Bah, ouais, mais enfin, il y a un coût, en fait, qui est induit par le fait de le faire sur site on-premise. On peut pas travailler sur site on-premise pour, un coût, enfin, il y a des coûts minimums, qui autrement ne font aucun sens». Donc ça nous arrive aussi d'être confrontés à ces enjeux-là, mais souvent le client, il est vite, «rattrapé» entre guillemets par la réalité parce qu'il se rend compte, bah, effectivement, pour travailler on-premise, il y a un certain coût. Donc on s'adapte, mais en revanche, on peut tout à fait, déployer nos solutions on-premise, sur site. On peut même faire en sorte qu'elles fonctionnent indépendamment d'internet. Ça, c'est possible aussi. Donc ça peut être vraiment coupé d'internet, pour des questions de sécurité et autres. Donc on s'adapte par rapport à ça. En revanche, souvent, l'enjeu qu'on voit actuellement, par rapport aux infrastructures, quand tout le monde demande du on-premise, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle caractéristique d'infrastructure qui est apparue avec les modèles d'IA générative, qui sont les machines d'inférence. Donc, les machines d'inférence, c'est les cartes graphiques. C'est des machines qui sont spécialisées pour, exploiter un modèle d'intelligence artificielle. Donc on appelle ça une machine d'inférence. Ces machines d'inférence aujourd'hui, elles sont pas sur site. Nous, on le constate, on a plusieurs prospects, plusieurs clients qui nous font des demandes sur site, on-premise, d'installation, mais en fait, ils ont jamais les machines d'inférence, adéquates. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est on leur dit: «Bah, écoutez, potentiellement, il y a une partie qu'on peut faire, donc en dehors de l'inférence, on peut le faire sur site. On fait pas l'inférence sur site, et l'inférence, éventuellement, on la fait sur un prestataire, qui a l'infrastructure d'inférence, qui va bien et qui est disponible, localement». Donc ça peut être en France, à Paris ou ailleurs, en fonction de la région, et cetera. Donc l'inférence, en général, aujourd'hui, c'est un enjeu qu'on n'arrive pas encore à traiter on-premise parce que l'infrastructure n'est pas là chez les clients, et que quand bien même ils ont cette volonté de dire: «On va augmenter, notre infrastructure, on va acheter des machines d'inférence, et cetera». Faut savoir que les délais, de livraison, aujourd'hui de machines d'inférence, ils sont assez importants. Ça peut prendre, 1 à 2 ans parce que tout le monde veut des machines d'inférence en ce moment, dans le monde entier, et malgré l'augmentation des capacités de production, il y a tellement de demandes que c'est encore assez compliqué d'obtenir ces machines. Et puis l'autre jeu, c'est qu'en plus, elles deviennent entre guillemets assez rapidement, pas obsolètes, mais potentiellement dépassées. Donc il y a quand même une question à se poser par rapport à ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir sur du matériel d'inférence, sachant que dans 3 ans, bah, déjà, on va peut-être mettre du temps à le recevoir, et en plus dans 3 ans, ce sera peut-être dépassé. Donc nous, voilà, en fonction des enjeux, de l'envergure du projet, l'envergure du client, et cetera, on va s'adapter et proposer des solutions, bah, adéquates, par rapport à tous ces enjeux-là. Donc des fois, c'est des mixtes, hein, ça peut être aussi, ça nous arrive de faire des POC pour un projet donné, donc des tests, hein, autrement dit en français, pour un projet donné en cloud, et le test vers concluant, là, on passe on-premise sur la partie en production. Mais on aura fait le test par, simplicité, agilité, et cetera sur le cloud. Ça, c'est possible aussi, ça nous arrive souvent. Donc, Et on peut démarrer en cloud et basculer en... Alors, on-premise, j'ai pas tout très bien on-premise. compris. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. on-premise, On-premise, c'est d'accord. sur site. On-premise, c'est sur, les D'accord. infrastructures, elles-mêmes, du client. On peut Donc, on tout peut à fait, démarrer la solution et puis si on veut passer sur un deuxième sujet et qu'on se rend compte que le volume est suffisant en termes de traitement et de budget, on peut basculer en on-premise du coup. exactement. On peut faire un premier test, sur le cloud, puis basculer on-premise. Ouais, tout à fait. OK. Ok, merci Merci. Pascal pour la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. On pourra aussi, éventuellement y répondre par la suite, ou de façon, asynchrone, suite à ce webinaire. Du Ouais. coup, tout à l'heure, tu parlais de chatbot. Du coup, j'en profite. Tu parlais de chatbot notamment pour les écoles. Moi, j'ai pas mal de clients en fait qui ont des chatbots self-service. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus en fait? Ouais, bah, nous, on va vraiment travailler plus sur les objectifs et les problématiques dédiées, comme je disais. Donc, on va vraiment aider, le client à identifier ses problèmes, voir quelle est la meilleure solution pour répondre spécifiquement à ces problèmes, hein, avec des objectifs très clairs,
diminuer le nombre d'appels entrants de X%, améliorer le nombre d'étudiants auprès de qui on apporte une réponse en moins de 24 heures, passer de 10% à 80%. Enfin, on peut vraiment travailler sur ces objectifs qu'on va poser aux côtés du client et l'accompagner en fait tout au long du processus, que ce soit sur l'identification et la consolidation de ses connaissances, donc en étape 1, que ce soit sur ensuite l'analyse des performances du chatbot en continu et l'amélioration continue, etc. Donc nous, on agit vraiment à la fois en tant qu'éditeur avec la solution technologique adaptée et aussi on accompagne avec du conseil, de l'acculturation, de la formation éventuellement et on accompagne aussi dans la mesure des objectifs sur des enjeux de ROI précis. Ok. Je crois qu'il y a Val qui s'apprêtait à Amélioration continue. Il y ouais, a Val, amélioration continue. Ouais. amélioration continue. Est-ce que vous avez une dernière question, car il est 12h00, messieurs, dames. On va prendre une dernière question, si elle vient, bien évidemment. Ah, moi j'en avais une par rapport aux besoins des PME qui ont des processus de production, mais je crois l'avoir, parce que j'ai pris le webinaire en cours, et je m'en excuse. Mais a priori, si l'entreprise vous fournit de la data parce qu'elle a mis des capteurs, peu importe de quoi, de pression, de température, de machin, vous, après, vous générez avec ces données uniquement du conversationnel ou est-ce que vous pouvez aussi implémenter pour faire des tableaux de bord de productivité, des alertes, etc., qui permettent aux gens, au jour, alors à l'heure, à la journée, à la semaine, de se poser des questions sur les bonnes pratiques et que la production se passe bien. Alors, nous effectivement sur notre technologie, elle est spécialisée sur le conversationnel. Donc, on peut avoir un assistant IA qui va aller requêter ces informations, par exemple de ses capteurs en temps réel, pour répondre à différentes questions qu'on lui adresse. Ça, Mhm. c'est faisable, donc de façon vraiment très personnalisée. En revanche, sur la mise en œuvre de tableaux de bord, ça, par rapport à ces capteurs, etc., on va pas le faire. D'accord. Ça fait pas partie directement de notre métier. C'est faisable, je pense, avec aussi peut-être des développements sur mesure. Mais il faut voir vraiment si finalement on a besoin d'une intelligence artificielle pour faire ça. Parce que si c'est des tableaux de bord qui proviennent, qu'on constitue à partir de capteurs, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire appel à des modèles d'intelligence artificielle pour faire ça? À voir. Mhm. Peut-être qu'il y a des raisons d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle, mais pas certains non plus. Donc à voir. Pour moi, en tout cas, il y a plus une notion là d'accompagnement sur mesure qu'un déploiement ex nihilo d'une technologie, de la technologie qu'on a. Ok. Très bien, bah écoutez, merci Alexis encore pour ton intervention. Merci à tous pour votre présence. Comme vous le savez, hein, vous pouvez contacter vos agences Inwin de proximité. En fait, si vous avez des questions concernant les problématiques qui sont liées aux chatbots et aux assistants IA, et nous, on se fera un plaisir en fait, et les agences se feront un plaisir également de travailler avec Polaria pour accompagner vos clients. Donc, contactez-les, ils sont prêts à vous recevoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne Merci. journée. Merci. Bonne journée. Merci à tous.